Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté notre grand entretien. Merci beaucoup de votre invitation. On est un petit peu chez toi ici à Longchamp. Oui, un peu. C'est là où j'ai fait le plus de victoires sur les hippodromes parisiens. Depuis quelques semaines maintenant, on entend bon nombre d'observateurs dire on a retrouvé le Pélier de la grande époque. Tu partages cette opinion? Oui et non. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, bon, là, je fais des gagnants. Il y a pas de, on voit un petit peu, ça marche bien. Mais bon, aussi, c'est les courses de chevaux. Et quand on n'a pas vraiment vous avez les professionnels qui vous laissent un peu de côté. Bon, c'est pas toujours évident. Il y en a d'autres. Bon, je vois par exemple Carlos Lafont-Parias qui m'a toujours fait confiance depuis des années. Et donc du coup, ça permet de faire quelques gagnants. Et puis après, les gagnants appellent d'autres gagnants et ça s'enchaîne. Alors rien ne te destinait à cette carrière puisque tu as grandi dans un foyer où le cheval est absent. Oui, en fin de compte, mes parents étaient dans les monuments funéraires, qui avaient justement rien à voir. Le seul truc qui était bon, positif, c'est que c'est une région, comme je suis en Mayenne, il y a beaucoup de chevaux. Et donc du coup, discrètement, je dis, oh, tiens, c'est sympa, j'ai vu un qui commençait à monter un poney, puis je dis, oh, tiens, je veux faire essayer, bah vas-y, viens, essaye. Et le problème, c'est qu'après, quand j'ai voulu faire des courses avec eux, ils m'ont dit, bah, il faut une licence. Et donc l'autorisation des parents? L'autorisation des parents. Ils ont dit, ah, bah oui, ça serait une bonne idée, ça peut être sympa et tout, mais eux, ils pensaient concours hippique. Ils sont venus une fois à l'entraînement voir un peu comment ça se passait. Alors là, j'ai eu ma mère se décomposer. Ah bon, t'es sûr que tu veux faire ça? Ça va un peu vite? Bah, j'ai dit non, mais c'est ce que j'ai dit, oui, ça me plaît. Tu pars donc à Chantilly, on a entendu 13 ans et demi, 14 ans. Voilà. Tu rentres au service de Patrick Biancone, qui est tête de liste à Ouais. Chantilly. Comment tu arrives chez lui d'ailleurs? Il y avait pas mal de gens qui passaient à la maison. Et on avait les courses de cran, il y avait Patrice Lemaire qui était là. Jockey d'obstacle, Le des jockey années d'obstacle, 80. voilà. Et qui a dit, ben, voilà, si vous voulez, je connais un entraîneur et tout, il est pas mal. Bon, Patrick Biancone, bon, ben, je dis oui, bon, Patrick Biancone ou... Tu ne suivais pas du tout les courses hippiques autrement? Pas du tout. Tu fais donc ton apprentissage aux côtés, on l'a dit, des Trois Mousquetaires, Dominique Boeuf, Eric Legris, Gérald Mossé. Quelles étaient tes références? Tu avais une idole à l'époque? On va dire, c'était Lamonte et Yves Saint-Martin, qui étaient avec eux, on va dire les mousquetaires qui étaient là. Mais c'était vraiment, il fallait monter les pieds à fond, à la retourner française, à à la l'ancienne, française, on va dire comme Yves Saint-Martin, parce que les gens connaissent Yves Saint-Martin. Tu penses avoir hérité d'un don? J'ai dû avoir un peu plus de facilité que d'autres, mais bon, ça, tant mieux pour moi. Hein. Exactement. Après le départ de Patrick Biancone à Hong Kong, tu rentres chez Nicolas Clément. Voilà, exact. Et c'est lui qui te dit maintenant, tu vas aller aux États-Unis. Il me dit, ouais, il faut se remettre à la page. Alors, se remettre à la page, oui, il faut monter un peu à l'américaine. Puis après, il m'a envoyé chez son frère, chez Christophe. Et en fin de compte, j'ai appris un peu de pouvoir monter, de voir un petit peu ce que c'était que les hippodromes américains. Alors moi, je m'attendais à des trucs, les États-Unis, ça doit être immense, ça doit être énorme. Puis en fin de compte, c'est tout petit rikiki, quoi. Les hippodromes. Les anneaux, c'est des petits anneaux. C'est des petits anneaux. Ouais, c'est des petits anneaux. Alors, il y a des paroles qui marquent plus que d'autres, comme celle de Cash Asmussen en 1990, crack jockey américain, quadruple cravache d'or. Ouais. Et en descendant de cheval, Cash dit « Je n'ai pas été battu par un apprenti, mais par un jockey. » Ouais. Ça marque, ça. Ah oui, oui. Non, c'est vrai. Ah, j'étais tout jeune en plus. Hein. Faut pas se tromper. Hein. Quand on vous laisse la chance, bon, il faut la saisir, mais il faut y croire, il faut faire attention. C'est pas évident. Tu es sacré meilleur apprenti de France en 1990 et tu vas signer ton premier contrat de monte avec Daniel Wildenstein à 20 ans seulement. Je m'y attendais pas parce que bon, faut monter un petit peu pour quelques propriétaires. Bon, je montais aussi un petit peu pour Élie parce que bon, j'avais les chevaux. Élie Lelouch. Je montais aussi pour Nicolas. Nicolas Clément. Voilà, Nicolas Clément. Quand on m'avait proposé ça au début, je croyais que c'était bon. J'ai dit oui, c'est ça. On n'y pense pas au début. Hein. On dit des fois c'est pour rigoler. Il me dit non, il faut qu'on discute. Hein. Bon, tu vas connaître les sommets en 93, ton premier groupe 1 avec le Balafré. On t'annonce même comme le nouveau Saint-Martin. Ouais, avant, il y avait aussi Cash Asmussen hein, qui était là. Je préfère la comparaison avec Cash Asmussen. Parce que c'est lui, je pense que c'est lui qui a, en France, qui a un peu changé la montre française. Comme il gagnait, c'est lui qui avait fait le premier coup quand il avait fait ses 200 gagnants. Bon, c'était pas évident parce qu'il n'y avait pas toutes les locomotions que maintenant. Il n'y avait pas toutes les courses, quoi. Au cours de cette période-là, dans début des années 90, tu vas t'adjoindre les services d'un agent, mais pas pour monter en France, hein, pour monter en Angleterre. Exactement. Alors j'ai pris un agent anglais chez P. Ellis qui est, en fin de compte, je voulais apprendre vraiment le métier aussi à l'étranger.
puisque je voyais tous les étrangers venir, enfin les Anglais ou Irlandais venir en France, et qui montaient aussi nos chevaux français. Donc je me suis dit, bah, certainement, il doit y avoir un truc de meilleur, ou même s'ils ont leur propriétaire. Et comme ils gagnaient à chaque fois, je me suis dit, bon, il faut vraiment apprendre, voir un petit peu comment ça se passe là-bas, voir leur tactique de course, l'entraînement, essayer de peaufiner aussi ma monte. Tu vas gagner le Derby d'Epsom avec High Rise. Le Derby d'Epsom, c'est encore plus connu que Wimbledon en Angleterre. Hein. Attention, voilà, c'est une institution. En plus, c'était pas vraiment comme ça que je voulais le monter. Et je voulais le monter normalement un peu plus près. Puis en fin de compte, on a été très vite et le cheval n'arrivait pas à suivre. Il a mis un peu de temps et il est revenu regagner sur la fin. Mais non, le Derby d'Epsom, c'est comme on dit le national, ou pour nous comme un arc de triomphe. Voilà, le Derby d'Epsom, partout on dit Epsom Derby. Hein. Tu as gagné aussi avec la casaque de la reine d'Angleterre. Aussi. Ça. La première fois, c'était à Avery. Et elle me l'a sorti en plus, elle m'a dit ah, vous avez gagné déjà pour moi. J'ai dit bon. Et on me l'a pas présenté, j'ai pu discuter avec elle à Epsom justement. Et alors là, j'étais tellement content, je suis arrivé, ils m'ont dit, alors moi, le protocole, je ne connais pas le protocole. Ils m'ont juste dit, don't kiss the queen. Bon, j'ai fait, oui, bah, on ne va pas l'embrasser, je n'ai pas l'intention de l'embrasser. Hein. Alors, tu ne t'arrêtes pas à l'Angleterre, tu vas opter chaque hiver pour des voyages d'études au Japon. Partir là-bas, en fin de compte, ça m'a endurci physiquement, parce que les courses, bon, il y avait le week-end, c'était 12 courses le samedi, 12 le dimanche. On avait les conditions physiques, il fallait vraiment être au top, parce que ce n'est pas les mêmes courses, beaucoup plus dures. Moralement seul, oui, bah parce qu'en fin de compte, j'étais, comme il disait, le gaijin, l'étranger. Je ne parlais pas anglais, donc pour communiquer, c'était déjà compliqué. Donc j'ai appris l'anglais au Japon. Et après, j'ai appris aussi le japonais en même temps. En quoi le Japon va changer ta manière de monter? Plus monter pour les chevaux, plus monter dans leur rythme. Rien à voir avec l'Angleterre, mais avoir vraiment plus de cadence. Humainement parlant, le Japon va te faire rentrer dans une autre dimension. Il y a des cartes bancaires, il y a des poupées, il y a même une série manga oui. Qui a été créée à ton effigie. Voilà. C'est pas du tout le même métier. Moi, je voyais, par exemple, à la veille des courses, on pouvait avoir 2000 personnes attendre devant l'hippodrome. C'était pas un souci. Au début, nous, on peut être un peu choqués. Ou voir, en fin de compte, ils se comparaient ici un peu comme le football. Et là-bas, les gens, on va dire, 100 000 jours de groupe 1, 100 000 personnes, on va dire, c'est normal. Carlos Afon-Parias a été très impressionné lors d'un voyage ensemble pour Solemia. Vous avez dû prendre les transports en commun ensemble. Oui. Et là, c'était une émeute dans les transports en commun quand ils t'ont reconnu. Parce qu'en fin de compte, on devait prendre au début un taxi, mais il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien et c'était trop long. Mais je dis, c'est pas grave, on va le plus vite. Le train, on est sûr d'être là dans une demi-heure, 3/4 d'heure, on va être arrivé sur place. Donc du coup, je suis arrivé le premier comme ça. Il y en a un qui m'a reconnu. J'ai fait ah là là. Je me suis tourné pour dire il m'a pas vu. Comme on était plusieurs étrangers, je dis ça va passer. Et puis dès que le premier est arrivé sur la scène, je me suis dit excusez-moi, vous pouvez un petit autographe. Dès que j'ai fait le premier, les autres ils sont tous arrivés. Hein. Tu vas devenir premier jockey de la famille Vertemer en 2004, qui va t'amener du coup à la rencontre avec la merveilleuse Goldikova. C'est une pouliche qui était phénoménale. Elle a été extraordinaire. Surtout, c'est que les propriétaires l'ont gardée, parce qu'en général, quand on va dire un diamant, on fait attention. Et ils l'ont gardée, elle est restée à l'entraînement, ça a permis de continuer. Elle fait les 3 Breeders' Cup. Même quand elle a gagné le Marois, on part comme ça, les gens applaudissaient. Les gens sont venus pour voir la championne. Peu importe toi les enjeux, tu montes sans pression, limite un peu en dilettante. J'essaye moi de monter, pour moi, pour un peu les instructions qu'ils vont me donner, mais surtout d'être bien, d'essayer de comprendre le cheval et essayer de faire le moins d'erreurs. Donc la pression, j'ai pas la même pression. C'est pas de dire absolument la course, il faut absolument la gagner, il faut la gagner. Oui, bien sûr, si je monte à cheval, c'est pour gagner la course. Je ne vais pas faire un tour de piste pour faire un tour de piste. Moi, je veux monter, c'est pour gagner. Si c'est pas pour gagner et finir dernier, je reste chez moi et je fais autre chose. Tu vas être 10 ans donc en bleu et blanc, puis un jour ça s'arrête. Il y a une forme de brutalité, non? Sur le coup, oui, mais après, après des fois, on veut changer, ou voilà, il y avait des choses à faire. L'année était moins bien. Malgré ça, j'ai quand même continué à remonter pour eux. J'ai quand même regagné pour eux. Quand je suis libre, je monte pour eux. Il n'y a pas de souci, on s'entend très bien. Donc, rupture du contrat avec la famille Vertemer en 2014. Et en 2015, tu décides de partir vivre à Bayonne. Tu ralentis, tu passes limite en mode pré-retraite. Tu as 42 ans.
Ouais, je suis même parti en 2013. 13? Ouais. Et refaire enfin dire, j'avais remarié, refaire une famille. Enfin dire, je voulais construire quelque chose. J'avais beaucoup moins de chevaux, puisque dès que vous perdez un contrat, ben, les gens ils disent, dès qu'on le perd, ben, c'est qu'il ne l'utilise pas, c'est qu'il n'est pas bon. Tu vas fêter tes 49 ans en janvier prochain. Tu t'es fixé une limite d'âge? Je suis comme Francky, comme il dit, la dernière fois on en parlait. On dit tant qu'on a les chevaux, tant qu'on a les victoires, tant qu'on est passionné, qu'on se fait on va dire le round trip, d'aller un peu partout dans les pays, de vraiment se faire plaisir, d'avoir des gagnants, c'est ce qui nous fait rester. Tu as l'un des plus grands palmarès de l'histoire des courses. Quel regard portes-tu sur ta carrière? Non, je suis très fier de... C'est vrai qu'après, quand on commence à se dire un peu le palmarès, ça fait beaucoup de gagnants. Mais beaucoup de groupes, beaucoup de tout, quoi. Et en fin de compte, ça fait, quand on se dit combien, même sur certains, ils me disent combien tu as gagné de groupes, et sur certains, en fin de compte, j'ai gagné plus de groupes que dans leur carrière des courses. À la question à quel sportif je peux comparer Olivier Pellier, Jean-Bernard Ekem m'a répondu Zinedine Zidane. Il est aussi doué que lui, il est aussi simple dans sa façon de vivre. C'est pour les cheveux. Et puis il a la même coupe de cheveux, c'est vrai. Pour les cheveux. Aussi. Non, oui, c'est vrai, c'est gentil. C'est un super joueur, entraîneur. Non, c'est quelqu'un qui est très fort. Quelqu'un qui est froid quand on le voit comme ça. Il est pas démonstratif. Il est calme dans son jeu et tout. Non, c'est un super mec. Ce n'est pas d'actualité, mais là tu dis Zinedine Zidane, c'est un super joueur, un super entraîneur. Tu pourrais devenir entraîneur ensuite? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un métier qui est complètement différent. Oui, éleveur, oui, je préfère être éleveur. Propriétaire, on va dire, c'est pas plus facile, c'est différent. Un peu plus l'élevage, j'aime beaucoup. Donc on connaîtra l'Olivier Pellier, ensuite éleveur de galopeurs. Voilà, exactement. C'est quelque chose, ouais, ça serait pas mal. Merci Olivier de nous avoir Merci accordé beaucoup. de ton temps comme cela ici sur le Grand Entretien. Merci beaucoup Olivier. Merci beaucoup à vous aussi de votre invitation.